Personne n'est à la rue, la préfecture se veut rassurante. 46 familles du Mont-Baduel ont été placées dans des logements provisoires. Les opérations de démolition démarrées mercredi ont pris fin aujourd'hui. Plus de 70 habitations ont été rasées. La programmation pluriannuelle de l'énergie prend forme après la consultation publique. Le document qui définit les grands investissements énergétiques pour la Guyane a été voté en séance plénière à la CTG ce matin. Nous ferons le point sur les principaux axes de travail. Et puis, une résidence artistique pour développer les productions locales. C'est la proposition du théâtre de Makouria. Ces locaux sont à disposition de Grégory Alexander et de sa compagnie, les Cueilleurs de Brume, découverte à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, la situation est maîtrisée. C'est le message des autorités au dernier jour de la deuxième phase de démolition sur le Mont-Baduel. Au final, 70 habitations ont été détruites. Une dizaine de maisons, en revanche, pourraient échapper aux pelleteuses. Elles doivent être examinées par France Domaine pour un éventuel rachat par l'État. En attendant, 46 familles bénéficient de logements provisoires. Jonathan Lariot. Plus que quelques maisons avant la fin de la phase 2 des démolitions du Mont-Baduel. Ce matin, le bilan est de 66 habitations détruites. En tout, 93 maisons doivent être mises à terre. Depuis mardi, le Mont-Baduel se vide petit à petit. Et si la question du relogement des habitants est la principale interrogation, la préfecture assure une prise en charge complète des familles qui se sont signalées. On a loué des chambres d'hôtel, des gîtes et on est en phase de construction et d'élaboration de dossiers pour du logement social pour les familles qui peuvent être éligibles. Depuis juillet 2016, l'ensemble des services de la mairie et de la préfecture ont annoncé cette évacuation. On a fait du porte-à-porte, on a fait des réunions publiques, on a fait des permanences. On a plus de 20 familles qui sont déjà logées dans du logement social parce qu'elles ont bien voulu rentrer dans la procédure et on a eu beaucoup de familles qui n'ont pas voulu ouvrir la porte, donc on ne peut pas travailler avec les personnes qui n'ont pas voulu ouvrir leur porte, donc on va travailler désormais avec elles. Alors c'est dommage puisqu'on aurait préféré travailler avant cette phase d'évacuation, mais on travaillera quand même avec elles après. Mais malgré l'avancée des travaux, l'opération reste contestée par les habitants. Après la demande d'une contre-expertise, l'association des habitants représentée par l'avocat Maître Thiefou s'étonne de la rapidité des actions. Le juge qui est intervenu dans cette affaire, nous on l'a recusé. Alors, bizarrement, et ça étonne tout le monde au niveau du Conseil d'État, en tout cas au niveau des avocats au Conseil, dit mais c'est quoi cette logique dans laquelle la personne qui est récusée décide ou pas de la pertinence de la récusation? Et je m'étonne de la précipitation avec laquelle le préfet met en œuvre sa décision. On est face à une situation dans laquelle on vous dit il y a des gens qui vont habiter dans leur famille et puis d'autres, il y a je ne sais pas une tente. J'ai dit est-ce que humainement on peut gérer une situation de ce type, de cette manière-là? Il peut contester l'analyse du BRGM, sauf qu'aucune contre-expertise valable n'a été fournie. Ça a été reconnu par le tribunal administratif qui a également écarté complètement l'expertise ou la pseudo-expertise qui avait été fournie. Je rappelle que le BRGM est un des plus gros bureaux d'études mondiales en la matière et que pour pouvoir contester cette étude, il faut en fournir une à peu près équivalente. Le BRGM a travaillé plus de 6 mois sur cette étude avec des mesures techniques très précises qui sont aujourd'hui incontestées. La deuxième phase s'achève doucement aujourd'hui. La prochaine concernera une autre zone du Mont-Baduel et devra se tenir avant l'été prochain. Le manuscrit de plus d'une centaine de pages détermine les besoins et travaux à réaliser en Guyane à l'horizon 2023. La programmation pluriannuelle de l'énergie était en consultation publique jusqu'au mois dernier. Elle a été adoptée en séance plénière par la CTG ce matin, l'occasion de rappeler les différents axes de travail. Plus d'accès à l'énergie, développement des énergies renouvelables et à terme l'indépendance. Une séance marquée tout de même par quelques tensions entre majorité et opposition. Stéphanie Puglisi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la programmation pluriannuelle de l'énergie aura une nouvelle fois mis en avant les clivages entre majorité et opposition à la collectivité territoriale. Si tout le monde s'accorde pour rappeler l'importance d'assurer l'avenir énergétique de la Guyane, les propositions faites par la CTG pour cette PPE sont loin d'avoir convaincu l'opposition. Il y a un grand décalage entre les objectifs affichés et la réalité de cette programmation, puisque cette programmation se base sur des chiffres qui sont erronés, sur une évaluation de la population actuelle de la Guyane erronée, sur une évaluation des besoins en offre énergétique qui est dépassée, et ça tout le monde le dit, alors qu'on aurait dû afficher la volonté
volonté politique de dire que nous voulons que les 35% de la population de la Guyane qui n'a pas accès à l'électricité aujourd'hui aient accès à l'électricité au travers de cette programmation. Malheureusement, ces objectifs qui sont les attentes de la population n'apparaissent pas dans le document qui est tout simplement une compilation des projets existants sans affirmer de volonté politique. Parmi les sceptiques, les citoyens de l'Ouest guyanais. Après avoir connu un épisode de total blackout pendant presque 24 heures il y a quelques mois, la question de l'énergie et son approvisionnement reste sensible. On est carrément sur de la gestion à très court terme, on n'est pas du tout sur une vraie perspective et une installation de moyens énergétiques suffisants pour une Guyane en devenir. Il y a un paradoxe entre ce qu'on énumère comme des contraintes, et notamment la démographie galopante, et de l'autre côté on est petits bras sur ce qui concerne l'énergie. Et j'ai évoqué le problème de ce transport, c'est vrai qu'il se fait sur une ligne assez longue, mais il n'est pas doublé, et l'état de cette ligne de transport est complètement vétuste et on n'en parle pas. On est en train d'embellir une réalité qui n'est pas celle de la Guyane. Pour Hélène Serder, porteuse de cette programmation, les objectifs sont clairs. Il faut notamment développer les sources énergétiques telles que la biomasse ou encore les autres énergies renouvelables. Mais tout cela n'est qu'un début. Il s'agit d'établir un document avec des orientations claires, politiques sur ce que nous voulons, c'est-à-dire l'accès, c'est-à-dire l'indépendance énergétique, mais également la sécurité de l'approvisionnement. S'agissant de l'Ouest, nous avons prévu le doublement donc, de la ligne. Nous avons prévu un centre autonome de production. Il y a 20 mégawatts installés, 20 autres à l'horizon 2023. Il nous faudra prendre l'année prochaine une autre évaluation des besoins. À la fin de la séance, c'est sans surprise que la majorité a approuvé cette PPE. L'ensemble de l'opposition a, elle, voté contre. Vous le savez, c'est une disposition du projet de loi égalité réelle outre-mer. L'octroi de mer sera rétrocédé aux communes de Guyane. 27 millions d'euros prélevés chaque année depuis 1974 pour combler les difficultés du Conseil général. Une somme qui sera reversée progressivement par la CTG, puis annuellement dès 2021. Satisfaction et soulagement pour les maires, inquiétude pour la collectivité territoriale. Le président attend des garanties et des précisions. Écoutez. Même si nous avions eu des discussions avec les parlementaires, nous désapprouvons la méthode parce que nous estimons que la CTG n'a pas été suffisamment associée à ce débat. La deuxième, c'est que je note que c'est un impôt indirect qui va à la collectivité territoriale, qui est substitué par une dotation qui peut faire l'objet d'une modification, d'une diminution dans n'importe quelle loi de finances. Et en l'occurrence, ça pose une problématique sur nos ressources. Troisièmement, il y a peu d'élégance lorsque la collectivité demande à mettre en place une taxe sur les services et sur les biens pour contrecarrer la TVA et qu'on vienne alléger, en tout cas non sanctuariser, notre positionnement en termes de fiscalité. Alors je salue l'initiative pour les maires, qui était contestable, parce que je le dis et le répète, il y a eu un hold-up en 1974 pour les maires au détriment des collectivités communales. Mais aujourd'hui, les Guyanais doivent être vigilants sur le fait qu'on va modifier une imposition fiscale indirecte par une dotation qui risque de fragiliser encore davantage le budget de la collectivité territoriale. On poursuit avec le premier congrès guyanais de diabétologie et des maladies métaboliques qui s'est ouvert ce matin à l'université. Les personnels médicaux du territoire et quelques spécialistes venus de l'Hexagone ont 2 jours pour faire le point sur les dernières recommandations et avancées dans le traitement du diabète notamment, maladie qui touche plus de 7% de la population guyanaise. Ayodélie Germain. Ceci est un capteur transdermique grâce auquel les patients pourront connaître leur glycémie sans se piquer le bout du doigt. Il enregistre les données métaboliques en temps réel. Il suffit de prendre le lecteur et de scanner. Vous avez votre résultat qui est affiché tout de suite. Mais le must de l'innovation pour assister les patients atteints de diabète, c'est le pancréas artificiel. Le fondamental de la pathologie diabétique, c'est un pancréas défaillant et une insuline insuffisante ou inefficace. Donc l'objectif final, c'est de remplacer ce pancréas qui est défaillant. Donc nous avons commencé par trouver une insuline pour l'utiliser à la place de la nôtre qui était défaillante. Maintenant nous avons des pompes pour, pour la distiller au corps humain. Après nous avons des capteurs pour voir le niveau de la glycémie. Après il ne reste plus qu'à mettre en accord ce capteur
et cette pompe à insuline. Et par déjà un logiciel avec un smartphone, on peut déjà faire cette jonction et je crois que la phase finale, ce sera de réunir le capteur et la pompe. Et nous sommes tout prêts. Ce tout premier congrès du genre en Guyane vise à mettre les professionnels de santé au courant des techniques innovantes pour le traitement de cette maladie métabolique. La problématique du diabète est vraiment prégnante dans nos territoires, puisque si la prévalence du diabète est de l'ordre de 3 à 6% dans l'Hexagone, nous sommes souvent à 8%, 10%, et avec les tranches d'âge, avec le vieillissement de la population, on touche les 15-18%. Chez les personnes âgées, par exemple, il y avait des molécules anciennes, les sulfamides et les biguanides, qui étaient les seules molécules que nous avions eues pendant 20 ans. Et puis brusquement, nous avons 2 nouvelles molécules. Il était donc fondamental que les experts venus d'Europe, de France et des Antilles et de Guyane, parce que vous avez aussi des professionnels tout à fait au niveau, puissent faire le point sur ces nouvelles molécules et faire la part des choses quant à leur apport sur le plan des soins et nous avons même étudié le coût de ces produits de façon à choisir les meilleurs pour nos patients. Certaines de ces nouvelles technologies sont en vente sur les sites spécialisés en ligne. Pour l'heure, elles ne sont pas encore remboursées par la sécurité sociale. Il faut attendre encore quelques années pour les voir se démocratiser. Direction la Martinique maintenant, où 80 écoliers du Marin et de Rivière Pilote sont partis hier matin à la découverte de la faune et de la flore des zones humides de la commune de Sainte-Anne. Occasion de sensibiliser les plus jeunes à cet environnement fragile, c'est ce que nous montre Louis Sabas. Là, on va entrer sur une zone où il faudra faire du silence. Pourquoi? Parce qu'on peut observer des crabes et des oiseaux. Ultime recommandation afin de profiter pleinement de ce site, l'étang des Salines. Cette quarantaine d'élèves part à la rencontre de la faune qui peuple la lagune. Le spectacle qu'offrent les oiseaux, échassiers ou limicoles, ravit les écoliers. Il y en a un là-bas et un là-bas. Là. Et suscite même des vocations. J'aime les animaux et quand je serai grand, je voudrais soigner les animaux, être vétérinaire. C'est beau, c'est magnifique. J'aime découvrir de nouvelles choses, les oiseaux, regarder les crabes. En tout, ce sont près de 80 enfants qui se croisent aux Salines sur divers ateliers comme la randonnée, l'herbier ou le parcours d'observation. Des activités qui entrent dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides du 2 février dernier. Zone boisée, mangrove, découverte de l'écosystème, ces enfants ont été sensibilisés aux enjeux de la préservation de ces milieux. Dans la mangrove, il y a des animaux qui se réfugient. Il est important de préserver la biodiversité parce que sinon, les animaux, ils ne peuvent plus survivre. Moi, je n'imagine pas vivre sans animaux dans le monde parce que sinon, je ne vais plus manger. Et après, il n'y aura plus d'êtres humains sur la Terre. Un scénario catastrophe qui n'est pas si fantaisiste que cela, car si les zones humides sont relativement importantes en Martinique, elles restent très fragiles et menacées par l'activité humaine. Ces zones humides, ce sont à la fois tout ce qui est étendue d'eau, donc on pourrait parler des mangroves qui représentent plus de 1800 hectares à la Martinique. Vous avez aussi des étangs, vous avez les zones de lagunes, donc tous ces espaces-là représentent les zones humides. Menacées pourquoi? Par le biais d'urbanisation, parce que justement on ne comprend pas l'intérêt face à ces zones humides qui sont, c'est vrai, très ombragées, qui sont boisées, dans lesquelles on va retrouver de la vase et que certaines personnes prennent malheureusement pour des décharges. La journée de découverte est un franc succès, plébiscité par les élèves et les enseignants. Le comité de la randonnée pédestre de Martinique envisage de renouveler l'opération l'an prochain dans d'autres zones humides de l'île. Opération spéciale pour les sapeurs-pompiers de Saint-Martin et de Guadeloupe en formation de sauvetage d'éblément cette semaine à Lamentin. Tremblement de terre, bâtiment en ruine, à l'usine de Grosse-Montagne. Tout s'est déroulé en conditions réelles pour tester les équipes dans des interventions sur sites dangereux. Linda Kayarsi. Ces sapeurs-pompiers doivent exécuter une manœuvre de force. Vous me demandez de stopper la manœuvre, comme d'habitude. Ok. Chef, c'est prêt devant? Ouais, c'est prêt devant, allez-y. On y va, les gars. Quelqu'un me tient l'écarteur. Quelqu'un me tient l'écarteur.
Le but de cette manœuvre, déplacer ou modifier la position d'une charge, une opération délicate, notamment quand il s'agit d'extraire en toute sécurité des victimes des décombres. Allez-y, ça bouge, ça bouge. Ok. C'est bon pour le madouiller, ça passe? Cette pièce métallique, nous avons calculé sa masse approximative d'environ 1 tonne 216, on l'a arrondi à 1 tonne 300. Et là, on doit la descendre, enlever le calage pour la remettre au sol. Nous avons mis un dispositif de retenue de charge léger, donc à l'aide de cordage qu'on appelle le passe à bloc. Ça évite de prendre du matériel plus lourd comme le tire-câble. Calcul de force, de traction, des gestes assurés, un travail d'équipe millimétré, un condensé de pratique qu'il faut maîtriser. Ces sapeurs-pompiers bouclent une semaine de formation de sauvetage déblaiement. Cette formation sauvetage déblaiement qui, pour nos îles, très utile. On est donc au risque de tremblements de terre, éboulements, tout des explosions. Des entraînements en conditions réelles pour exécuter sans fausse note l'exercice UE Richter Caraïbes 2017 en mars prochain. Objectif, tester l'ensemble des chaînes opérationnelles et de commandement de plusieurs pays des Antilles sur une catastrophe de grande ampleur. La problématique séisme est présente, la problématique cyclonique, les problématiques climatiques sont présentes. Donc évidemment, cette spécialité-là a tout lieu d'être dans notre département. Et c'est la raison pour laquelle on se prépare régulièrement pour faire face aux problématiques liées à ces risques-là. Et pourquoi pas apporter secours comme on l'a fait en 2008 et en 2010 en Haïti. Pour cette semaine de formation de sauvetage déblaiement, plus de 17 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Retour chez nous, on va parler musique avec notre invitée ce soir. Bonsoir Maë. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une jeune chanteuse d'origine guadeloupéenne, installée et encore étudiante à Paris. Vous êtes de passage en Guyane pour quelques dates seulement. Alors avec votre groupe d'ailleurs, donc vous êtes auteur, compositeur, interprète et votre univers c'est surtout le jazz. Oui, tout à fait. Le jazz et la soul. Qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? J'adore les harmonies qu'on peut y trouver, les voix des grands chanteurs de soul et de jazz qui m'ont inspirée. Avec certaines artistes qui vous inspirent particulièrement? Oui, dans le jazz actuel, il y a Esperanza Spalding, Gretchen Parlato, il y a des artistes comme Erykah Badu, Jill Scott dans la soul, ou bien plus anciens, il y a Stevie Wonder, Michael Jackson, des gens comme ça. Avant d'aller un petit peu plus loin là-dessus, on va regarder un extrait d'un de vos morceaux. D'accord. Every time I realize nothing really goes the way I planned, need somebody else's eyes to see beyond. Calls from another space reach me and invite me to get away, get what I really aim for, what I long. C'était Every Time, votre morceau qui est sorti tout récemment dans un album un peu spécial de court format. Alors on retrouve bien, vous commenciez à en parler tout à l'heure, on retrouve bien un style assez particulier. Personnellement, j'entends Esperanza Spalding, j'entends Solange Knowles quand je vois ce clip. Ce sont des références pour vous? Oui, tout à fait. C'est vraiment les personnes qui actuellement m'inspirent le plus. Les chanteuses dont j'aimerais vraiment suivre la trace. Et à qui vous aimeriez peut-être ressembler d'une certaine manière? Ouais, il faut forcément s'inspirer de personnes qui ont réussi.
Alors la musique, c'est quelque chose qui vous a bercé et accompagné très tôt. Un père saxophoniste, une mère danseuse, et puis pour l'anecdote, vous êtes d'ailleurs la petite fille du comédien Pierre Richard. Et donc des instruments dans les mains très tôt également. C'était prévisible finalement que vous deveniez maintenant chanteuse. Oui, après c'était prévisible que ce soit au moins un loisir, et puis j'ai fait le choix d'en faire mon métier. C'est un peu plus tard justement, donc vous poursuivez une scolarité classique et d'ailleurs plutôt brillante. Et c'est alors que vous êtes en Hippocagne que vous vous apercevez qu'il va falloir changer de voie et se lancer dans la musique. Comment ça s'est passé? Oui, je réalisais que j'avais plus beaucoup le temps pour composer mes morceaux, et que j'avais vraiment cette envie de sortir de ma chambre et aller jouer avec d'autres gens, parce que je gardais tous mes morceaux pour moi. Et j'avais pas trop le temps avec les 40 heures de cours par semaine, et puis j'avais l'impression qu'il y avait une autre voie tracée pour moi, et c'était pas trop ce que j'avais choisi. Et donc vous changez de formation? J'ai choisi, oui, j'ai changé. J'ai intégré un conservatoire de jazz, et j'ai rencontré des musiciens, et j'ai créé mon groupe. Et puis plus tard, vous avez intégré donc l'école du violoniste Didier Lockwood. Et c'est là, à ce moment-là, que vous exprimez votre talent avec votre groupe, des tournées, un rêve qui prend forme peut-être d'une certaine manière. De plus en plus, on fait de plus en plus de concerts. Là, c'est génial de pouvoir être ici en Guyane. Et comment vivez-vous justement ce parcours en étant si jeune, en étant une jeune qui cherche à faire sa place dans le monde de la musique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des incontournables? Est-ce qu'il faut passer par certaines voies, les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube? Oui, c'est vraiment ce qui est le plus important dans notre génération, c'est vraiment de passer par là, de réaliser des clips, même pas forcément des clips de grande ampleur, mais même de faire des petites vidéos le plus possible, de montrer qu'on est présent et qu'on est toujours là. Et l'EP, c'est une bonne manière de le faire, parce qu'il n'y a que 4 titres, mais ça veut dire qu'on peut en faire renouveler ça assez fréquemment, même parfois 2 fois par an si on a le budget, mais au moins si tu en fais une fois par an, ça facilite le contact avec les fans, parce que les gens passent vite à autre chose maintenant. Donc, donc l'EP, en fait, pour expliquer un petit peu, c'est un petit album, pour faire très simple, qui permet, comme vous disiez, d'en faire un peu plus souvent. Comment est-ce que vous vivez ce moment en étant si jeune, encore en formation, et puis en travaillant à côté des cours, en étant déjà dans ce rêve de la musique, sans pour autant d'ailleurs être hyper médiatisé sur les réseaux sociaux, comme certains? C'est vrai que je suis pas, personnellement, je le fais pas trop pour moi, je suis pas hyper sur Facebook et tout, donc je m'oblige à le faire pour ma page, pour la musique, parce que je sais que ça en vaut la peine. Et puis il faut gérer entre les cours théoriques à l'école, et puis le week-end aller jouer, aller à la rencontre des gens, et aussi tester vraiment la scène, parce que c'est là qu'on apprend et c'est là qu'on se fait connaître. Et puis on l'a vu, vous avez une très belle voix, on vous comparait, en tout cas je me permets de vous comparer à Esperanza Spalding. Est-ce que vous envisagez des émissions, par exemple des télécrochets, un peu comme The Voice par exemple? Alors j'ai déjà été un peu, on a déjà parlé plusieurs fois, tout ça, mais pour l'instant j'essaye d'avancer autant que je peux avec mon projet, parce que je pense avoir déjà trouvé un peu l'univers où je veux m'exprimer, dans lequel je veux m'exprimer, j'ai déjà mes compositions et tout ça, et j'ai peur d'être trop formatée si je m'aventure dans ce genre d'émission, mais bon, ça reste une possibilité, il faut toujours rester ouvert. Pourquoi ne pas essayer? En tout cas, donc vous vous êtes lancé, mais est-ce que vous avez déjà quelques conseils pour les jeunes qui, comme vous, essayent de se faire une place dans le monde de la musique aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut avoir, comme je disais, c'est bien d'avoir ses compos, parce que je trouve que c'est ça qui fait qu'on est forcément original et qu'on a quelque chose à montrer, quoi. En tout cas, votre originalité, on la verra dès ce soir, même si vous avez déjà été sur scène les 2 derniers jours. Vous êtes là donc pour présenter cette EP, à 20h ce soir dans un restaurant de Manjoli, demain dans un bar de Cayenne, et puis mardi à Kourou. Il paraît même, c'est un petit peu à côté, mais il paraît même que vous préparez un morceau en collaboration avec Chris Combette. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Oui, je le joue d'ailleurs en concert, je ne l'ai pas encore enregistré. Mais j'ai collaboré avec Chris parce qu'on se connaissait depuis que j'étais petite, j'avais joué dans un de ses clips. Et puis il m'a recontacté il y a à peu près 1 an, on a fait une date ensemble à Paris, il m'a invité à jouer ses morceaux. Puis c'est là que j'ai découvert à quel point c'était joli de chanter en créole et de chanter ses morceaux. Alors je lui ai demandé de m'écrire des paroles sur une chanson que j'avais déjà composée. Donc on a collaboré et j'espère bientôt pouvoir l'enregistrer. C'est du créole guyanais? Je crois qu'il mélange un peu, parce qu'il est martiniquais mais qu'il a beaucoup vécu ici. Donc, voilà, c'est un mélange. Merci, une très belle chanson donc en créole à retrouver dès ce soir sur scène. Merci Maë d'avoir été avec nous. Merci à vous. On poursuit avec cette histoire, celle d'un bébé caïman orphelin qui va remuer ciel et terre pour retrouver sa maman. Voilà le scénario de la pièce de Grégory Alexander, Forêt des illusions. Et c'est grâce à la résidence artistique proposée par le théâtre de Macouria qu'elle pourra prendre forme. L'auteur-réalisateur occupe les lieux avec sa troupe jusqu'au 24 février, date de la restitution. Jonathan Lariot.
Sur la scène, chaque geste est millimétré. L'actrice, costume sur le dos, joue le début de l'histoire de la forêt des illusions. Ce scénario, c'est Grégory Alexander qui l'a écrit. On suit le parcours d'un enfant à la recherche de sa maman, le tout entremêlé du folklore guyanais. On est dans un laboratoire où on a des pistes, des idées. On est très clairement dans les mythologies guyanaises, puisqu'il y a des personnages comme le masqué Lili, la maman d'Ilo, qu'il y a également donc, les Ashtigs, des grandes créatures qui vivent au centre de la rivière sans eau. La rivière sans eau, chez les Palicours, c'est un peu comme le Styx chez les Grecs. Avec cette résidence, le théâtre de Makouria devient un lieu de création et non plus seulement de diffusion. L'objectif à long terme est de promouvoir des créations de pièces de théâtre locales. On nous sommes rendu compte qu'il y a une vraie demande en matière de spectacle jeune public et pas assez de spectacles locaux. Certes, nous faisons venir de l'extérieur, mais s'il y a aussi des spectacles qui tournent, qui puissent aller dans les écoles, ou que les parents puissent venir régulièrement emmener leurs enfants au théâtre. Donc voilà, c'est adapter en fait le besoin, ce qu'on fait, ce qu'on crée aux besoins identifiés. La troupe se présentera pour la première fois au public le 24 février, mais il faudra attendre un an pour la représentation du spectacle abouti aux alentours de décembre 2017. D'ici là, le travail continue. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'essentiel à retenir ce soir. Personne n'est à la rue. La préfecture se veut rassurante. 46 familles du Mont-Baduel ont été placées dans des logements provisoires. Les opérations de démolition démarrées mercredi ont pris fin aujourd'hui. Plus de 70 maisons ont été rasées. La programmation pluriannuelle de l'énergie prend forme après la consultation publique jusqu'au mois dernier. Le document qui définit les grands investissements énergétiques pour la Guyane a été voté en séance plénière à la CTG ce matin. Et puis une résidence artistique pour développer les productions locales. C'est la proposition du théâtre de Makouria. Ces locaux sont à disposition de Grégory Alexander et de sa compagnie Les Cueilleurs de Brume. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Dans un instant, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo de Ruth Fortuna. Bonne soirée à vous. Très bon week-end. Rendez-vous lundi.